Je m'appelle Nora et j'ai 26 ans. Aussi loin que je m'en souvienne, mes parents m'ont toujours mise en garde contre la femme qui vivait dans la maison d'à côté. Elle est dangereuse, disaient-ils. Pas avec du drame ou des explications, juste avec une certitude froide, de la même manière qu'on avertit un enfant de ne pas toucher une plaque brûlante. Je n'ai jamais remis cela en question. Je ne lui ai jamais parlé. Je n'ai même jamais su son nom. Mais quand elle est morte et qu'elle m'a tout légué dans son testament, j'ai découvert que la chose la plus dangereuse chez elle n'était pas ce que mes parents prétendaient, c'était ce qu'elle savait. Et ce qu'elle savait était sur le point de briser tout ce que je croyais sur les gens qui m'avaient élevée. Si vous écoutez cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous venez. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires. J'avais 6 ans la première fois que j'ai entendu ma mère le dire. Nous étions dans le jardin et je m'étais aventurée trop près de la clôture qui séparait notre propriété de la maison voisine. Je ne faisais rien de mal, je cueillais juste des pissenlits comme le font les enfants quand ils ne savent pas mieux. Mais la voix de ma mère a traversé l'air de l'après-midi comme une sirène d'alarme. « Nora, viens ici tout de suite. » J'ai lâché les fleurs et j'ai couru vers elle. Elle s'est accroupie, agrippant mes épaules à 2 mains, le visage sérieux d'une manière qui m'a noué l'estomac. « Écoute-moi bien, » a-t-elle dit. « Dis, la femme qui vit dans cette maison, tu ne lui parles pas, tu ne t'approches pas d'elle, tu ne lui fais pas signe, tu ne lui souris pas. Tu as compris? » J'ai hoché la tête, confuse. « Pourquoi? » ai-je demandé. La mâchoire de ma mère s'est crispée. « Parce qu'elle est dangereuse. » C'était tout, pas d'explication, pas de détails, juste un fait livré avec la même finalité que lorsqu'elle me disait de ne pas courir vers la route. Absolu et incontestable. J'ai accepté cela comme j'acceptais tout le reste à l'époque. Dangereuse signifiait méchante. Dangereuse signifiait rester à l'écart. Et c'est ce que j'ai fait, mais la voisine est devenue une présence dans ma vie quand même. Pas par l'interaction, mais par l'absence. J'ai appris ses rythmes sans jamais lui parler. Ses rideaux étaient toujours tirés, lourds et épais, bloquant tout regard à l'intérieur. Son petit jardinet devant la maison était entretenu de manière obsessionnelle, chaque bordure taillée, chaque mauvaise herbe enlevée, bien que je ne la voie jamais y travailler. Les lumières de sa maison restaient allumées tard dans la nuit, projetant de faibles lueurs à travers les barrières de tissu qu'elle érigeait entre elle et le monde. Je n'ai jamais entendu sa voix. Je n'ai jamais appris son nom. Elle était juste la voisine. Et c'était tout ce que j'avais le droit de savoir. Mes parents ne m'ont pas juste averti une fois pour passer à autre chose. Ils appliquaient la règle constamment avec une vigilance qui semblait excessive même pour mon esprit d'enfant. Si je traînais trop près de la limite de propriété, mon père apparaissait et me tirait en arrière par le bras. Si je jetais accidentellement un coup d'œil dans sa direction en jouant dehors, ma mère claquait mon nom comme si j'avais fait quelque chose d'impardonnable. Une fois, quand j'avais 8 ans, j'ai distraitement fait un signe de la main en direction de son jardin en disant au revoir à une amie. Mon père m'a attrapé par le poignet et m'a traîné à l'intérieur si vite que j'ai trébuché sur mes propres pieds. « Qu'est-ce qu'on t'a dit ?» a-t-il sifflé, le visage rouge. « Je ne lui faisais pas signe ?» ai-je protesté. « J'étais juste. » « Ça n'a pas d'importance. Tu ne fais rien qui pourrait être mal interprété. Tu me comprends? » J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Je ne comprenais pas, mais j'avais trop peur pour demander. En grandissant, le langage autour d'elle a changé. Le mot « dangereuse » a évolué vers quelque chose de plus spécifique, de plus accablant. Ma mère a commencé à l'appeler « instable ». Mon père la qualifiait de « menteuse ». Lors des dîners, quand des voisins venaient, j'entendais des conversations chuchotées dans la cuisine. Les adultes utilisant des mots comme « plainte », « tribunal » et « main courante », bien qu'ils s'arrêtaient de parler dès qu'ils me remarquaient à proximité. Les fragments que je saisissais ne formaient jamais une image complète. J'ai entendu ma mère dire « elle ment surtout » et mon père marmonnait « elle a déjà essayé de détruire des familles ». Mais personne n'a jamais expliqué ce qu'elle avait fait, qui elle avait blessé ou pourquoi nous étions les cibles spécifiques de sa supposée malveillance. Quand j'avais 14 ans, mes parents ont installé une haute palissade en bois le long de toute la limite de propriété. Ils ont dit que c'était pour l'intimité, mais je savais mieux. Le timing était trop évident. La clôture a été montée à la fin du printemps,
et j'avais surpris mon père au téléphone une semaine plus tôt, la voix tendue par la frustration, disant quelque chose sur le fait de bloquer sa vue et d'établir des frontières. La palissade faisait plus de 2 mètres de haut, des planches solides sans espace. Elle jetait une ombre sur notre jardin et rendait l'espace plus petit, enfermé. Mais mes parents semblaient soulagés. Ma mère souriait plus. Mon père a cessé de jeter des coups d'œil vers la maison de la voisine chaque fois que nous sortions. La clôture était devenue une manifestation physique de la séparation qu'ils avaient passé des années à m'inculquer. Mais c'est aussi devenu autre chose. Un symbole de l'effort qu'ils étaient prêts à déployer pour me tenir loin d'elle. Et cela m'a fait me demander, si elle était vraiment si dangereuse, pourquoi devions-nous travailler si dur pour l'éviter? Les gens dangereux n'ont pas besoin de clôture. Les gens dangereux se font connaître. Mais cette femme ne le faisait jamais. Elle ne criait jamais. Elle n'approchait jamais. Elle ne ripostait jamais. Pour quelqu'un de soi-disant instable et malveillant, elle était remarquablement calme. J'ai commencé à remarquer les contradictions. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Un après-midi, quand j'avais 16 ans, j'étais assise sur la terrasse arrière en train de lire quand j'ai entendu un bruit de l'autre côté de la palissade. Des pas, lents et délibérés. Je me suis figée. Les pas se sont arrêtés. Pendant un long moment, il n'y a eu que le silence. Puis j'ai entendu un soupir doux, à peine audible, comme quelqu'un se tenant juste de l'autre côté du bois. Mon cœur battait la chamade. Je me suis dit de rentrer, de suivre la règle, mais au lieu de cela, je me suis levée et j'ai marché vers la clôture. Je ne sais pas pourquoi. La curiosité peut-être, ou la culpabilité, ou la réalisation inconfortable que j'avais passé toute ma vie à avoir peur de quelqu'un que je n'avais jamais vu de près. Il y avait un petit espace où 2 planches ne se joignaient pas tout à fait. Je me suis penchée plus près et à travers l'étroite ouverture, je l'ai vue. Elle se tenait juste à quelques mètres, fixant la clôture. Me fixant moi, bien qu'elle n'ait pas pu savoir que j'étais là. Elle avait l'air plus vieille que je l'imaginais, avec des cheveux gris tirés en une queue de cheval basse et des rides profondes autour des yeux. Elle n'était pas effrayante, elle n'était pas imposante. Elle avait juste l'air fatiguée et triste. Puis nos yeux se sont croisés à travers la fente. Elle a sursauté, sa main volant à sa poitrine. Mais ensuite, quelque chose a changé dans son expression. La surprise a fondu en quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Elle a levé la main légèrement comme pour parler ou faire signe, ses lèvres s'entr'ouvrant. J'ai paniqué. J'ai reculé, me suis tournée et j'ai marché rapidement vers la maison, mon pouce accélérant. Ce soir-là, mes parents ont su, je ne sais pas comment. Peut-être qu'ils regardaient par la fenêtre. Peut-être qu'ils ont vu la façon dont je suis rentrée trop vite, trop agitée. Mais au dîner, ma mère a posé sa fourchette et m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose entre la colère et la peur. « Tu es allée près de la clôture aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. Ma gorge s'est serrée. Je lisais juste sur la terrasse. « Tu l'as regardée ?» J'ai hésité. Cette hésitation a suffi. La chaise de mon père a raclé le sol quand il s'est levé. « Nora, réponds à la question. »« Je ne lui ai pas parlé, » ai-je dit rapidement. « Je n'ai rien fait. J'ai juste. »« Tu as juste quoi ?» a claqué ma mère. « Tu lui as juste donné une ouverture. Tu l'as juste laissé penser qu'elle pouvait te manipuler. »« Je n'ai rien fait, » ai-je crié, ma voix se brisant. « Je ne sais même pas ce qu'elle est censée avoir fait. Vous ne me l'avez jamais dit. » Le silence qui a suivi était suffocant. Mes parents ont échangé un regard. Une de ces conversations sans mots que les adultes ont quand ils décident de combien de vérité un enfant peut supporter. « Tu n'as pas besoin de savoir, » a dit ma mère, finalement, sa voix froide. « Tu as juste besoin de nous faire confiance. » Mais je ne le faisais pas. Plus maintenant. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident des années plus tôt. Il ne s'agissait pas de me garder en sécurité. Il s'agissait de me garder ignorante. Quelle que soit la vérité, mes parents étaient terrifiés à l'idée que je l'apprenne. Et la voisine, celle qu'ils avaient passé toute ma vie à qualifier de dangereuse, m'avait regardée à travers cette fente de clôture avec quelque chose qui n'était pas de la malveillance. C'était de l'espoir. En grandissant, j'ai commencé à prêter attention à la façon dont les autres la traitaient. Et ce que j'ai remarqué m'a troublée. Ce n'étaient pas seulement mes parents.
Tout le quartier l'évitait. Mais ce n'était pas le genre d'évitement auquel on s'attendrait si quelqu'un était vraiment dangereux. Personne ne semblait avoir peur d'elle. Ils agissaient juste comme si elle n'existait pas. Quand elle marchait vers sa boîte aux lettres, les voisins trouvaient soudainement des raisons urgentes de rentrer. Si elle était dans son jardin devant, les gens traversaient la rue plutôt que de passer devant sa maison. Lors des rassemblements de quartier, le barbecue annuel du 14 juillet ou les fêtes de fin d'année, sa maison était la seule à ne jamais recevoir d'invitation glissée sous la porte. J'ai demandé à mon amie Mélissa à ce sujet une fois. Nous avions 15 ans, assises sur son perron de l'autre côté de la rue. « Pourquoi personne ne parle à la femme dans la maison grise ?» ai-je demandé, essayant de paraître décontractée. Mélissa a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Ma mère dit qu'elle est bizarre. » « Bizarre comment? » « Juste, je ne sais pas. Elle a fait un procès à quelqu'un ou un truc comme ça. Ma mère n'en parle pas vraiment. » J'ai insisté. « Un procès, pourquoi? » « Je ne sais pas, Nora. Pourquoi ça t'intéresse? » Je n'avais pas de réponse à ça. Alors, j'ai laissé tomber, mais j'ai continué à écouter. Et plus j'en entendais, moins ça avait de sens. Chaque version de l'histoire était différente. Madame Legrand, 3 maisons plus loin, disait que la femme avait fait de fausses accusations sur quelqu'un il y a des années. Monsieur Petit, qui vivait au coin, a mentionné quelque chose à propos d'une bataille pour la garde d'enfants. Les Dupont prétendaient qu'elle avait fait virer quelqu'un de son travail avec des mensonges. Aucune des histoires ne concordait. Aucune n'avait de détails précis. C'étaient toutes des rumeurs vagues, de seconde main, le genre qui se répète jusqu'à ce qu'elles durcissent en fait sans que personne ne se souvienne d'où elles ont commencé. Ce qui me dérangeait le plus, c'était comment les rumeurs contredisaient ce que je pouvais voir de mes propres yeux. Cette femme, soi-disant dangereuse, instable et malveillante, vivait la vie la plus calme imaginable. Elle partait travailler tôt le matin. Je voyais sa voiture sortir de l'allée avant 7 heures. Elle rentrait le soir et disparaissait à l'intérieur. Elle faisait ses courses à des heures creuses. Toujours seule, toujours efficace. Elle n'avait jamais de visiteurs. Elle n'organisait jamais de fêtes. Elle ne faisait jamais d'esclandre. Au contraire, elle semblait essayer de disparaître. Un hiver, nous avons été frappés par une tempête de neige massive. 60 centimètres de neige sont tombés pendant la nuit et tout le quartier a passé la matinée suivante à dégager les allées et les trottoirs. J'étais à l'intérieur en train de boire un chocolat chaud quand ma mère m'a appelée à la fenêtre. « Regarde ça », a-t-elle dit, la voix tendue. J'ai regardé. La voisine avait dégagé non seulement sa propre allée, mais la moitié de la nôtre aussi. La neige était proprement empilée sur le côté. Le chemin de notre allée au trottoir était parfaitement pelleté. Elle n'était visible nulle part. Elle l'avait fait tôt avant notre réveil et était partie sans un mot. « Elle essaie de nous manipuler », a dit ma mère. « En pelletant la neige ?» ai-je demandé. « En nous faisant sentir qu'on lui doit quelque chose. En se faisant passer pour généreuse. C'est une tactique, Nora. Ne tombe pas dans le panneau. » J'ai fixé le chemin dégagé et je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, je hurlais. Comment un acte de gentillesse, silencieux, anonyme, ne demandant rien en retour, pouvait-il être manipulateur? Comment aider des gens qui vous détestaient pouvait-il être une tactique? Ça n'avait pas de sens. Et le refus de mes parents de même reconnaître la possibilité de bonté en elle ressemblait de plus en plus à un aveuglement volontaire. Quand je suis partie pour l'université, quelque chose a changé. Mes parents se sont détendus. Pas à son sujet. Ils parlaient toujours d'elle avec le même dédain, mais au sujet du contrôle de ce que je savais. La distance leur donnait un faux sentiment de sécurité. Ils pensaient que j'oublierais. Ils pensaient que je passerais à autre chose. Mais je ne l'ai pas fait. Pendant les vacances d'hiver de ma 2e année de fac, je suis rentrée à la maison pour les fêtes. Je fouillais dans le tiroir de la cuisine à la recherche de piles quand je les ai trouvées. 3 enveloppes cachetées, toutes adressées avec la même écriture penchée. L'adresse de retour était la maison d'à côté. Les enveloppes étaient datées des 2 dernières années, une pour chaque anniversaire que j'avais eu depuis mes 18 ans. Je les ai tenues en l'air quand ma mère est entrée dans la cuisine. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. Son visage est devenu blanc, puis rouge. Elle me les a arrachées des mains. « Ça ne te regarde pas ?» « Il y a mes dates d'anniversaire dessus, » ai-je dit. « Elles sont adressées à cette maison. » « Comment ça ne me regarde pas? » Nous n'interagissons pas avec elle.
a dit ma mère, la voix tremblante. « Nous ne lisons pas ces lettres. Nous ne répondons pas. Nous ne lui donnons pas d'ouverture. » Une ouverture pourquoi? Elle n'a pas répondu. Elle a juste fourré les enveloppes au fond du tiroir et l'a claqué. Cette nuit-là, j'ai attendu que mes parents dorment. Je suis descendue sur la pointe des pieds et j'ai ouvert le tiroir aussi silencieusement que possible. Les enveloppes avaient disparu. Ma mère les avait cachées quelque part où je ne les trouverais jamais, mais j'avais vu les dates. J'avais vu l'écriture, et je savais que depuis 2 ans, cette femme essayait de me joindre, et mes parents avaient intercepté chaque tentative. Une semaine plus tard, mon père a failli me dire la vérité. C'était tard, après un dîner de famille qui avait sombré dans un silence tendu. Ma mère était allée se coucher tôt avec une migraine, et mon père et moi rangions la cuisine. Il avait bu quelques verres de vin de plus que d'habitude et ses mouvements étaient lents, délibérés. « Elle n'a pas toujours été comme ça », a-t-il dit soudainement. Je me suis figée, une assiette à la main. « Qui ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il fixait la fenêtre vers la clôture, sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait des mots qu'il ne pouvait pas tout à fait recracher. « Papa » ai-je insisté. Il a secoué la tête, posé le torchon et est sorti de la pièce. Je suis restée la seule, le cœur battant. Elle n'a pas toujours été comme ça. Comme quoi? Dangereuse, menteuse ou quelque chose d'autre entièrement. Quelque chose qu'il ne pouvait pas se résoudre à admettre. Je suis partie pour l'école le lendemain, me sentant plus lourde qu'à mon arrivée. J'étais venue à la maison chercher du réconfort, de la familiarité, la chaleur facile des souvenirs d'enfance. Au lieu de cela, j'avais trouvé des enveloppes cachées dans des tiroirs et des demi-confessions ravalées. J'avais trouvé la preuve que mes parents cachaient quelque chose et que la voisine essayait tranquillement et avec persistance de me dire ce que c'était. Je me sentais complice. J'avais passé des années à bénéficier du silence, vivant dans une maison construite sur des secrets que je ne questionnais pas parce que c'était plus facile de ne pas le faire. J'avais laissé mes parents organiser ma réalité et je n'avais jamais poussé assez fort pour la briser. Mais maintenant, je savais. Je savais qu'il y avait des lettres que je n'avais jamais lues. Je savais qu'il y avait des vérités qu'on ne m'avait jamais dites. Je savais que mes parents ne me protégeaient pas du danger. Ils se protégeaient de l'exposition. J'ai découvert qu'elle était morte par accident. Je faisais défiler mon téléphone pendant un après-midi lent au travail quand j'ai vu un lien vers la page des avis de décès locaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué. L'ennui peut-être, ou la curiosité morbide qui frappe parfois quand on procrastine. Je scannais les noms sans vraiment les lire. Puis je me suis arrêtée. Il n'y avait pas de photo. L'entrée était sommaire. Juste un nom, une date de naissance, une date de décès et le nom d'une entreprise de pompes funèbres. Aucun membre de la famille survivant listé. Pas d'hommage sincère. Pas de détails sur la célébration de la vie. Juste décédé paisiblement le 14 mars. Les services auront lieu au funérarium municipal. La date du décès remontait à 2 semaines plus tôt. Je l'ai lu 3 fois pour être sûre de ne pas me tromper. Puis j'ai appelé ma mère. « Vous le saviez ?» ai-je demandé dès qu'elle a décroché. « Savoir quoi? » Qu'elle est morte. La voisine, il y a 2 semaines. Il y a eu une pause. Pas la pause de quelqu'un qui traite une nouvelle choquante. La pause de quelqu'un décidant comment répondre à une nouvelle qu'il a déjà. « Oui ?» a dit ma mère finalement. Nous le savions. Ma main s'est serrée autour du téléphone. « Et vous n'avez pas pensé à me le dire. Pourquoi l'aurions-nous fait ?» a-t-elle dit, son ton exaspérant de calme. « Ça ne te concerne pas, Nora. C'est fini maintenant. » Fini. Comme si c'était un problème qui avait été résolu. Comme si la mort d'une personne était un soulagement au lieu d'une tragédie. « Elle a vécu à côté de nous toute ma vie, » ai-je dit, la voix tremblante. « Et tu n'as pas pensé que je méritais de savoir qu'elle était morte? » Nous ne voyons pas l'intérêt de remuer ça. Tu es passé à autre chose. Tu as ta propre vie. Il n'y avait aucune raison de te traîner à nouveau là-dedans. Dans quoi? Je voulais hurler. Dans la vérité, dans la réalité que vous avez passé des décennies à me cacher? Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, je vais aux funérailles. Maman. J'ai raccroché. Je ne sais pas ce que je m'attendais à trouver aux funérailles. Des réponses peut-être, ou une conclusion, ou juste la chance de voir une dernière fois la femme que mes parents avaient passé toute mon enfance à m'apprendre à craindre.
Le service a eu lieu un samedi matin gris dans une petite chapelle à la périphérie de la ville. Je suis arrivée tôt, je me suis garée sur le parking presque vide et je suis restée assise dans ma voiture pendant 10 minutes, essayant de calmer ma respiration. Quand je suis finalement entrée, j'ai réalisé à quel point elle avait été seule. La chapelle était petite, avec des rangées de chaises pliantes installées devant un cercueil simple. Il n'y avait pas de fleurs à part un arrangement générique des pompes funèbres. Des lys blancs et de la verdure, le genre qu'ils utilisent probablement pour chaque service quand personne ne commande rien de personnel. Pas de photos, pas de panneaux de souvenirs, pas de rassemblement d'êtres chers chuchotant des histoires sur la défunte. Juste moi. Je me suis assise au premier rang parce qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Le maître de cérémonie, un homme dans la cinquantaine avec un visage gentil mais fatigué, a eu l'air surpris de me voir. Il s'est approché et a demandé doucement si j'étais de la famille. « Non », ai-je dit, « juste une voisine. » Il a hoché la tête et n'a pas insisté. Quelques minutes plus tard, le service a commencé. C'était bref. L'officiant a lu un script standard, le genre d'hommage généralisé qui pourrait s'appliquer à n'importe qui. Il a mentionné son nom, Evelyne Mercier, et j'ai réalisé avec un sursaut que je l'entendais pour la première fois. Mes parents ne l'avaient jamais utilisé. Pour eux, elle n'avait jamais été que cette femme ou la voisine ou elle, mais elle avait un nom, Evelyne. Vers la fin du service, l'officiant a fait une pause et a sorti un morceau de papier plié. « Madame Mercier a laissé une note », a-t-il dit. Elle a demandé qu'elle soit lue à haute voix à son service. C'est bref. Il a déplié le papier et a lu « À quiconque est ici. Merci de vous être souvenu de moi. J'ai passé longtemps à être oublié. Votre présence signifie plus que vous ne le savez. » Ma gorge s'est serrée. J'étais la seule personne présente, ce qui signifiait qu'elle avait écrit cette note en sachant qu'il n'y aurait peut-être personne pour l'entendre, ou pire, en espérant que juste une personne pourrait venir. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, je l'avais fait. Après l'enterrement, je suis restée près de la tombe pendant un long moment, fixant la pierre tombale provisoire qu'ils avaient placée en attendant qu'une permanente puisse être faite. Le sol était encore brut, fraîchement retourné, et l'air sentait la pluie. J'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis tournée et j'ai vu un homme en costume sombre approcher. Il était âgé, peut-être dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux perçants. Il portait une mallette en cuir. « Nora Vasseur ?» a-t-il demandé. J'ai cligné des yeux. « Oui? Comment savez-vous? »« Je suis David Bertrand », a-t-il dit, tendant une main. J'étais l'avocat de Madame Mercier. J'ai serré sa main, confuse. « Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous? »« Je vous cherchais, » a-t-il dit. Madame Mercier a laissé des instructions spécifiques vous concernant, vous et son testament. Mon estomac s'est noué. Je la connaissais à peine. Je ne lui ai même jamais parlé. « Je sais, » a-t-il dit. Son expression était illisible. Mais elle vous connaissait, et elle vous a laissé quelque chose. Il a plongé la main dans sa mallette et en a sorti une carte de visite, me la tendant. « Est-ce que vos parents vous ont enfin dit la vérité ?» a-t-il demandé. « Me dire quoi ?» Il a étudié mon visage un instant, et quelque chose de triste a vacillé dans ses yeux. « Alors nous devons parler en privé. » J'ai rencontré David Bertrand à son cabinet 3 jours plus tard. C'était un petit bâtiment modeste dans une rue calme du centre-ville, le genre d'endroit qui avait l'air d'être là depuis des décennies. La salle d'attente sentait le vieux papier et le café. Il m'a conduite dans un bureau exigu bordé de classeurs et de boîtes empilées le long des murs. Chaque boîte était étiquetée avec des dates, certaines remontant à 30 ans ou plus. « Asseyez-vous, je vous en prie », a-t-il dit, désignant une chaise en face de son bureau. Je suis installée, mes mains tremblantes, alors je les ai jointes sur mes genoux. David s'est installé dans son fauteuil et a sorti un dossier épais. Il l'a ouvert avec précaution, comme s'il contenait quelque chose de fragile. Madame Mercier vous a nommé légataire universel dans son testament. A-t-il dit sans préambule? Je l'ai fixé. Ça n'a pas de sens. Je ne l'ai jamais rencontrée. Légalement, si, a-t-il dit. Vous avez vécu à côté d'elle pendant 18 ans. Cela constitue une connaissance de son existence, même si vos parents interdisaient l'interaction.
Mais pourquoi moi? Je ne suis personne pour elle. L'expression de David s'est adoucie. Vous n'êtes pas personne, Nora. Vous êtes la seule personne en qui elle avait confiance pour faire ce qu'elle ne pouvait pas faire, c'est-à-dire détenir la vérité. Il a fait glisser le dossier sur le bureau vers moi. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des pages et des pages de dépôt de plainte, d'ordonnances judiciaires et de correspondances. Les noms de mes parents apparaissaient encore et encore. « Vos parents ne sont pas bénéficiaires », a dit David. En fait, ils sont explicitement exclus. Madame Mercier a été très claire là-dessus. J'ai feuilleté les pages, mon cœur battant la chamade. Pourquoi? Parce qu'ils sont la raison pour laquelle elle a passé les 35 dernières années de sa vie dans un vide juridique. J'ai levé les yeux brusquement. De quoi parlez-vous? David s'est adossé à son fauteuil, croisant les mains. Evelyne Mercier travaillait avec votre mère au début des années 90. Elles étaient collègues, assistantes sociales plus précisément. Elles géraient des cas impliquant des personnes vulnérables, principalement des enfants et des personnes âgées sous tutelle de l'État. J'ai eu froid. D'accord. Il y a eu un incident, a continué David. Un cas où des fonds destinés à une cliente ont été détournés. Votre mère et votre père étaient impliqués. Evelyne en a été témoin. Elle l'a signalé. Et vos parents l'ont devancé. Ils ont déposé une plainte contre Evelyne en premier, prétendant qu'elle était instable, qu'elle fabriquait des accusations, qu'elle avait un passé de malhonnêteté. Rien de tout cela n'était vrai, mais ça n'avait pas d'importance. Une fois l'accusation portée, la crédibilité d'Evelyne était détruite. J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Donc tout ce qu'ils ont dit sur elle était un mensonge. Ou plus précisément, une frappe préventive, a fini David. Ils l'ont étiquetée dangereuse avant qu'elle ne puisse les exposer et ça a marché. Il a sorti un autre document, une chronologie. Au cours des 3 décennies suivantes, vos parents ont déposé de multiples plaintes et poursuites contre Evelyne. Aucune n'a abouti. La plupart ont été rejetées. Mais ce n'était pas le but. Le but était de l'épuiser financièrement et émotionnellement, de l'isoler, de s'assurer que personne ne la croirait si elle essayait un jour de parler. Mais pourquoi est-elle restée? Ai-je demandé, ma voix se brisant. Pourquoi n'est-elle pas juste partie, aller ailleurs? Parce que partir aurait détruit son dossier, a dit David. L'incident original impliquait la proximité. Vivre près de vos parents lui donnait un statut juridique de témoin. Si elle était partie, elle aurait perdu ça. Donc elle est restée pendant 35 ans. Attendant quoi? Que je grandisse? Je l'ai fixée, mon esprit vacillant. David a ouvert un tiroir et a sorti une boîte scellée. Elle était petite, en bois, avec un loquet en laiton. Il l'a posée sur le bureau entre nous. C'est qu'elle vous a laissé, a-t-il dit. Documents, enregistrements, preuves et une lettre. Elle l'a écrite il y a des années, attendant le jour où vous seriez assez âgée et indépendante pour la lire. J'ai tendu la main et touché la boîte, mes doigts tremblants. « Il y a une condition, » a dit David. « Vous devez lire la lettre d'abord, seule. » C'étaient ses instructions explicites. Après cela, vous pourrez décider quoi faire du reste. J'ai hoché la tête, incapable de parler. David s'est levé et m'a tendu la boîte. Elle était plus lourde que je ne le pensais. « Je vais vous laisser un peu d'intimité. » a-t-il dit. « Prenez votre temps. » Il a quitté la pièce, fermant la porte doucement derrière lui. Je suis restée assise là un long moment, fixant la boîte. Puis, avec des mains tremblantes, j'ai ouvert le loquet. À l'intérieur se trouvait une pile de documents, un petit enregistreur et une lettre manuscrite sur le dessus. L'enveloppe portait mon nom complet écrit d'une écriture soignée et penchée. Nora Elisabeth Vasseur. J'ai ouvert l'enveloppe et déplié la lettre. La première ligne m'a coupé le souffle. Ils t'ont dit que j'étais dangereuse parce que la vérité les aurait détruits. J'ai continué à lire. L'écriture d'Evelyne était nette, précise, le genre qui vient d'années de documentation minutieuse. Elle s'adressait à moi par mon nom complet correctement, quelque chose que j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais eu la chance d'apprendre de moi directement. Elle avait dû le voir sur du courrier ou entendre mes parents le dire ou recoller les morceaux au fil des années d'observation à distance. Elle expliquait qui elle était, pas une étrangère, pas une ennemie, un témoin,
Elle décrivait l'incident qui avait tout déclenché. Un cas impliquant une cliente âgée dont les fonds de soins avaient été redirigés. Ma mère avait été la gestionnaire de cas. Mon père avait géré le côté financier. Evelyne avait été celle qui avait remarqué les divergences et les avait signalées en interne. La plainte aurait dû mener à une enquête. Au lieu de cela, elle a mené à sa destruction professionnelle. Elle expliquait pourquoi elle était restée, pas par obsession ou vengeance, mais parce que partir aurait invalidé sa crédibilité. La loi exigeait la proximité pour que son témoignage ait du poids. Alors, elle a acheté la maison d'à côté, sachant que cela la ferait paraître instable, sachant que cela alimenterait le récit de mes parents. Elle est restée parce qu'elle croyait d'une manière ou d'une autre que la vérité finirait par compter. Elle est restée à cause de moi. « Je t'ai regardé grandir », écrivait-elle. « Je sais que ça semble envahissant, mais j'ai besoin que tu comprennes que je ne te regardais pas par malveillance. Je regardais pour m'assurer que tu allais bien. Tu étais la seule personne innocente dans cette situation, et je refusais de laisser ton enfance être détruite en forçant la vérité trop tôt. » Elle a listé chaque tentative qu'elle avait faite pour me contacter une fois que j'ai eu 18 ans. Lettres envoyées et interceptées. Appels téléphoniques bloqués. Tentative légale de me joindre fermée par les avocats de mes parents. Elle avait essayé encore, et à chaque fois mes parents l'avaient arrêtée. J'écris ceci en sachant que je pourrais ne pas vivre pour te voir le lire, continuait-elle. Mais j'ai besoin que tu saches que je ne t'ai jamais détesté. Je ne t'ai jamais blâmé. Tu étais une enfant. Tu méritais mieux que d'être élevée dans une maison bâtie sur des mensonges. La lettre se terminait par une seule ligne qui m'a brisée. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour porter cela. Pas pour la vengeance, juste pour la vérité. Je suis restée assise dans ce bureau silencieux, les larmes coulant sur mon visage, tenant une lettre d'une femme qu'on m'avait appris à craindre toute ma vie. Une femme qui m'avait protégée même quand je ne savais pas que j'avais besoin de protection. Une femme qui avait porté le poids de la vérité seule pendant 35 ans, attendant le jour où elle pourrait enfin la remettre à quelqu'un qui pourrait réellement écouter. La porte s'est ouverte doucement. David est rentré et a vu mon visage. « Maintenant, vous comprenez », a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il s'est assis en face de moi et a croisé les mains sur le bureau. « Les documents dans cette boîte sont suffisants pour ouvrir des enquêtes, a-t-il dit. Suffisants pour exposer ce que vos parents ont fait. Mais ce n'est pas une décision que je peux prendre pour vous. » Evelyne l'a laissée entre vos mains. J'ai baissé les yeux vers la boîte, vers la lettre toujours serrée dans mes doigts. « Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien ?» ai-je demandé. « Alors la vérité meurt avec vous, » a dit David simplement. « Et vos parents gagnent ?» J'ai fermé les yeux. Pendant 35 ans, Evelyne Mercier avait attendu. Elle avait enduré l'isolement, le harcèlement juridique et une vie entière à être traitée de menteuse. Elle avait tout sacrifié, sa carrière, sa réputation, sa paix pour préserver la vérité. Et maintenant, c'était à moi. Pas comme un fardeau, comme un choix. J'ai ouvert les yeux et croisé le regard de David. « Dites-moi tout, ai-je dit. J'ai ramené la boîte chez moi ce soir-là. David avait proposé de me laisser tout examiner dans son bureau, mais j'avais besoin d'être seule pour ça. J'avais besoin d'espace pour traiter ce que j'allais apprendre sans personne pour observer ma réaction. Mon appartement semblait trop calme, alors que je posais la boîte sur ma table de cuisine. J'ai fait du thé, que je n'ai pas bu, et j'ai fait les 100 pas dans le petit salon 3 fois avant de finalement m'asseoir et de l'ouvrir à nouveau. La lettre d'Evelyne était toujours sur le dessus. Je l'avais déjà lue une fois, mais je l'ai relue plus lentement cette fois, absorbant chaque mot. Elle m'avait adressé par mon nom complet, Nora Elisabeth Vasseur. Et d'une certaine manière, ce détail m'a frappé plus fort la deuxième fois. Elle connaissait mon deuxième prénom. Elle prêtait attention à des détails sur moi que mes propres parents avaient essayé d'effacer de sa conscience. La lettre commençait par une clarification immédiate, comme si elle avait anticipé ma première question. « Je ne suis pas de ta famille. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis le témoin que tes parents ont essayé d'effacer. » Elle ne gaspillait pas ses mots. Chaque phrase était délibérée, soigneusement choisie pour transmettre le maximum de vérité dans un minimum d'espace. Ça se lisait comme quelqu'un qui avait passé des décennies à rédiger des rapports, à documenter des faits, à construire des dossiers
qui exigeait de la précision. J'ai travaillé avec ta mère au début des années 1990, écrivait-elle. Nous étions toutes les deux employées par les services sociaux du département. Ta mère était assistante sociale référente. J'étais responsable de service. Nous n'étions pas amis, mais nous étions collègues liés aux mêmes populations vulnérables. Enfants placés, personnes âgées sous tutelle de l'État, adultes handicapés nécessitant des services de protection. J'ai essayé d'imaginer ma mère dans ce rôle. Je savais qu'elle avait travaillé dans les services sociaux avant ma naissance, mais elle n'en avait jamais parlé en détail. Elle l'avait toujours présenté comme un travail stressant qu'elle était heureuse de laisser derrière elle quand elle m'a eue. Maintenant, je comprenais pourquoi elle ne voulait jamais en parler. En août 1993, j'ai remarqué des divergences dans les dossiers financiers d'une de nos clientes âgées, une femme nommée Dorothée Bertrand, qui n'avait pas de famille vivante et était sous tutelle de l'État. Des fonds alloués à ses soins étaient redirigés. Les montants étaient assez petits pour éviter une détection immédiate, mais assez significatifs pour compter pour quelqu'un vivant avec un revenu fixe. PT. Dorothée Bertrand. J'ai pensé à David, l'avocat d'Evelyne, et je me suis demandé s'il y avait un lien. Le nom de famille ne pouvait pas être une coïncidence. J'ai retracé les divergences jusqu'au dossier de ta mère. Ton père, qui travaillait au service comptabilité du département, avait traité les virements. J'ai signalé mes découvertes à notre superviseur, suivant le protocole exactement comme j'avais été formée. Ça aurait dû être la fin de l'histoire. Une enquête interne, une mesure corrective, peut-être une démission discrète. Au lieu de cela, c'est devenu le début de la destruction d'Evelyne. Tes parents ont déposé une plainte formelle contre moi 3 jours avant la réunion d'examen prévue. Ils ont prétendu que j'avais un historique de comportement erratique, que j'avais fait de fausses accusations contre des collègues auparavant, que je fabriquais des preuves à cause d'une vendetta personnelle. Rien de tout cela n'était vrai. Mais en déposant plainte les premiers, ils contrôlaient le récit. Je me sentais malade. Ce n'était pas juste mentir, c'était un assassinat de caractère stratégique et prémédité. L'enquête a déplacé l'attention des divergences financières vers ma stabilité mentale. Ta mère a fourni des preuves, des emails que j'étais censée avoir envoyés, mais que je n'avais jamais écrits, des plaintes de collègues avec qui je n'avais jamais travaillé, de la documentation sur des incidents qui ne s'étaient jamais produits. La position de ton père au service des finances lui donnait accès pour altérer les dossiers. Le temps que j'essaie de me défendre, j'avais déjà été étiquetée comme non fiable. La lettre expliquait ce qui s'était passé ensuite. Evelyne a été placée en congé administratif en attendant une évaluation psychiatrique, procédure standard quand la stabilité de quelqu'un était mise en doute. L'évaluation l'a blanchie, mais le mal était fait. Les collègues l'évitaient. Son superviseur a réassigné ses dossiers. En 6 mois, elle a été poussée à la démission. « J'aurais pu m'éloigner, » écrivait Evelyne. « J'aurais pu déménager dans une autre ville, recommencer à zéro, laisser tomber. » Mais Dorothée Bertrand se faisait toujours voler et personne d'autre n'allait l'aider. Alors Evelyne est restée. Elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile. Elle a engagé un avocat, un jeune juriste nommé David Bertrand, le neveu de Dorothée, qui venait d'apprendre que sa tante était exploitée par les personnes mêmes censées la protéger. David et moi avons monté un dossier. Nous avions des relevés financiers, de la correspondance, de la documentation sur les virements. Nous avions des témoins prêts à témoigner sur les améliorations soudaines du train de vie de tes parents, une nouvelle voiture, un apport pour une maison, des dépenses de vacances, ce qui ne correspondait pas à leurs revenus déclarés. Mais avant qu'ils ne puissent déposer plainte, mes parents ont frappé à nouveau. Ils ont acheté la maison à côté de celle qu'ils achetaient déjà. Ton père appelait ça un investissement locatif, mais je savais mieux. Ils l'ont acheté spécifiquement pour me la vendre. J'ai arrêté de lire, confuse. Ils ont vendu la maison d'à côté à Evelyne intentionnellement. Ils savaient que j'avais besoin de maintenir la proximité pour établir ma légitimité dans l'affaire. Vivre près d'eux, être leur voisine, me donnait de la crédibilité en tant que quelqu'un ayant une connaissance de première main de leur mode de vie et de leurs habitudes de dépenses. Alors, ils m'ont facilité l'achat de la maison voisine à un prix raisonnable avec des facilités de paiement. Pas besoin de crédit bancaire complexe. C'était un piège. Ils l'avaient invitée à emménager à côté en sachant que cela la ferait paraître obsédée, sachant que cela soutiendrait leur récit qu'elle était instable et fixée sur eux.
Et elle l'avait fait quand même parce que c'était le seul moyen de maintenir sa position juridique. J'ai emménagé en sachant exactement de quoi ça aurait l'air. Sachant que tes parents diraient à tout le monde que je les harcelais, les traquais, incapable de lâcher prise. J'ai accepté ce coup parce que l'alternative était de laisser Dorothée mourir dans la négligence pendant que ses bourreaux restaient libres. Dorothée Bertrand est morte en 1995. L'affaire d'exploitation financière est morte avec elle. Sans victime vivante, il n'y avait personne pour porter plainte. L'affaire civile s'est effondrée, mais Evelyne est restée. Je suis restée parce que partir aurait prouvé leur récit que j'étais irrationnelle, que j'avais emménagé à côté par obsession plutôt que par nécessité légale. Je suis restée parce que j'avais investi tout ce que j'avais dans cette maison. Je suis restée parce que fuir aurait ressemblé à de la culpabilité. Et puis je suis née. Tu es arrivée au printemps 1998. J'ai regardé tes parents te ramener de l'hôpital. Je t'ai regardé grandir de nourrisson à bambin puis enfant et j'ai pris une décision qui m'a hantée pendant des années. Je ne te forcerai pas cette vérité tant que tu serais trop jeune pour la comprendre. Elle expliquait qu'elle avait eu des opportunités. Elle aurait pu m'approcher enfant, aurait pu essayer de me dire ce que mes parents avaient fait, mais elle a choisi de ne pas le faire. Tu étais innocente. Tu méritais une enfance libre de la connaissance que tes parents étaient capables de cruauté. J'ai décidé d'attendre que tu sois assez âgée pour traiter la vérité sans qu'elle te détruise. Elle a attendu jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Et puis elle a essayé. Je t'ai écrit des lettres à chaque anniversaire après que tu sois devenue majeure. J'ai appelé à la maison quand je savais que tu venais en visite de la fac. J'ai même engagé un avocat pour demander formellement un contact avec toi dans le but de fournir des informations pertinentes pour une affaire juridique. Chaque tentative a été bloquée. Mes parents ont intercepté les lettres. Ils ont bloqué son numéro. Ils ont menacé de poursuites judiciaires si elle continuait d'essayer de me contacter. Leurs avocats lui ont envoyé une mise en demeure prétendant que je harcelais leur fille. J'ai pensé aux enveloppes cachetées que j'avais trouvées dans le tiroir de la cuisine. Celles que ma mère avait cachées après que je les ai découvertes. J'ai réalisé qu'ils ne me laisseraient jamais t'atteindre tant qu'ils seraient en vie. Alors, j'ai pris d'autres dispositions. J'ai mis à jour mon testament pour te nommer bénéficiaire. Pas d'argent, bien qu'il y ait une petite somme, mais de la vérité. J'ai tout documenté. J'ai gardé chaque pièce à conviction. J'ai enregistré des conversations. J'ai tenu un journal notant chaque interaction, chaque manœuvre juridique, chaque tentative de tes parents pour me faire taire. Le ton de la lettre a changé, devenant plus doux, plus personnel. Je veux que tu saches que te regarder grandir n'était pas un acte d'obsession. C'était un acte de foi. Je croyais que tu deviendrais quelqu'un capable de gérer la vérité avec intégrité. Je croyais que tu n'étais pas tes parents. Ma vision s'est brouillée de larmes. Je ne t'ai jamais détestée, Nora. Je ne t'ai jamais blâmée. Tu étais une enfant élevée dans une maison bâtie sur des secrets, et rien de tout cela n'était ta faute. Tu méritais mieux que d'être protégée de la vérité, comme si la vérité elle-même était dangereuse. La lettre se terminait par la ligne qui m'avait brisée la première fois que je l'avais lue. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour porter cela plus loin. Pas pour la vengeance, juste pour la vérité. J'ai posé la lettre et j'ai regardé le reste du contenu de la boîte. Des documents, des enregistrements, des années de preuves, soigneusement préservés, attendant que je décide quoi en faire. Evelyne ne m'avait pas demandé de détruire mes parents. Elle n'avait pas exigé de justice ou de châtiment. Elle m'avait simplement remis la vérité et m'avait fait confiance pour l'honorer. Cette confiance semblait plus lourde que tout ce que j'avais jamais porté. J'ai passé les 3 jours suivants à éplucher le contenu de la boîte. J'ai pris des congés, ignoré les appels de mes parents et transformé ma table de cuisine en salle d'enquête improvisée. La première chose que j'ai sortie était une chronologie, manuscrite, méticuleusement détaillée, s'étendant sur 35 ans. Evelyne avait tout documenté à partir du jour où elle avait remarqué pour la première fois les divergences financières sur le compte de Dorothée Bertrand. 12 août 1993. Remarqué transfert irrégulier dans dossier DB. 15 août 1993. Signalé divergence au superviseur. 18 août 1993. Réunion prévue avec le directeur pour le 24 août. 21 août 1993. Sarah et Michel Vasseur déposent plainte amende, plainte formelle contre moi. Chaque entrée avait une date, une description et une documentation de support référencée par numéro.
Elle avait traité sa propre vie comme un dossier, construisant des preuves comme elle avait été formée à le faire en tant qu'assistante sociale. J'ai recoupé la chronologie avec les documents. Il y avait des copies d'emails, de mémos, de rapports financiers et de dépôts juridiques. Certains étaient des originaux, d'autres étaient des copies certifiées obtenues par des demandes d'accès aux documents publics. Tout était organisé chronologiquement, étiqueté et annoté de l'écriture soignée d'Evelyn. Le schéma était indéniable. Mes parents avaient agi en premier à chaque fois. Avant qu'Evelyn ne puisse déposer une plainte formelle sur les divergences financières, ils l'avaient accusée d'être instable. Avant qu'elle ne puisse présenter des preuves au directeur départemental, ils avaient demandé une évaluation psychiatrique sur elle. Avant qu'elle ne puisse témoigner dans l'affaire de Dorothée Bertrand, ils avaient déposé une plainte pour harcèlement prétendant qu'elle les traquait. J'ai trouvé des copies de la demande d'ordonnance de protection. Mon père avait écrit qu'Evelyn passait en voiture devant chez eux de manière répétée, passait des appels téléphoniques menaçants et les suivait dans des lieux publics. Chaque affirmation était datée et décrite avec des détails convaincants. Puis j'ai trouvé la réponse d'Evelyn, un document déposé par David Bertrand en son nom. Il incluait des preuves horodatées prouvant qu'elle était au travail pendant les incidents allégués, des reçus de cartes de crédit montrant qu'elle était dans des villes différentes pendant les rencontres prétendues et des relevés téléphoniques démontrant qu'elle n'avait jamais appelé le numéro de mes parents. L'ordonnance a été refusée, mais l'accusation est restée au dossier, nourrissant le récit qu'Evelyn était obsessionnelle et dangereuse. J'ai sorti un autre dossier étiqueté « Dépôt judiciaire » 1984-1988. À l'intérieur se trouvaient des résumés de multiples poursuites que mes parents avaient intentées contre Evelyn. Aucune n'avait abouti. La plupart avaient été rejetées par manque de preuves. Mais ça n'avait pas été le but. David avait inclus un mémo juridique analysant la stratégie. Le but n'est pas de gagner. Le but est de drainer les ressources financières et émotionnelles, d'établir un modèle de litige frivole par la défenderesse et de créer un dossier public de conflit qui soutient le récit du harcèlement. Chaque procès avait coûté à Evelyn des milliers d'euros en frais juridiques. Chacun avait nécessité qu'elle prenne du temps sur son travail, comparaisse au tribunal, se défende contre des accusations sans fondement. L'effet cumulatif était dévastateur, pas légalement, mais personnellement. J'ai trouvé une section de la chronologie étiquetée « Impact financier ». 1994 frais juridiques, 8 400 euros. 1995 frais juridiques, 1200 euros. 1996 frais juridiques, 6 800 euros. 1997 frais juridiques, 9 200 euros. Les montants continuaient année après année. En 2010, Evelyn avait dépensé plus de 150 000 euros pour se défendre contre des poursuites conçues pour la mettre en faillite. Puis j'ai trouvé les documents expliquant comment elle avait payé. Evelyn avait vendu sa voiture et commencé à prendre le bus. Elle avait vendu des bijoux, des meubles, des héritages familiaux. Elle avait pris une hypothèque sur sa maison. Elle avait travaillé 2 emplois pendant les périodes où les coûts juridiques atteignaient des sommets. Tout pour se défendre contre des accusations qu'elle n'avait jamais méritées. J'ai trouvé un dossier étiqueté « Impact communautaire » et l'ai ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des copies de lettres que mes parents avaient envoyées aux voisins, aux administrateurs scolaires et même aux parents de mes amis d'enfance. Une lettre datée de 2005 était adressée au principal de mon collège. Nous vous écrivons pour vous informer d'un problème de sécurité concernant une voisine qui a démontré un comportement troublant envers notre famille. Bien que nous ayons pris des mesures juridiques pour nous protéger, nous voulions vous en informer au cas où cet individu tenterait d'entrer en contact avec notre fille dans l'enceinte de l'école. La lettre continuait en décrivant Evelyn comme instable et encline à faire de fausses accusations. Elle demandait que le personnel de l'école reçoive l'instruction de ne me remettre à personne d'autre que mes parents sans permission écrite explicite. J'avais l'impression que j'allais vomir. Une autre lettre envoyée à notre voisine, Madame Legrand, en 2003. Nous voulions vous prévenir au sujet de la femme dans la maison grise. Elle a fait des réclamations juridiques infondées contre nous dans le passé et a montré des signes d'instabilité. Nous ne voulons pas vous alarmer, mais nous avons pensé que vous devriez savoir au cas où elle vous approcherait avec des histoires sur notre famille. C'était comme ça qu'ils l'avaient faite.
Pas par une confrontation dramatique, mais par un assassinat de caractère calme et persistant. Une lettre ici, une conversation là, chacune plantant des graines de doute et de peur. Le temps que je sois assez âgée pour questionner le récit, tout le monde autour de moi avait déjà été entraîné à y croire. Je suis passée aux enregistrements. Il y en avait des douzaines stockés sur de petites cassettes et plus tard sur des fichiers numériques. Chacun était étiqueté avec une date et une brève description. J'en ai sélectionné un au hasard. 3 novembre 2007. Conversation téléphonique avec SE Courrier intercepté. J'ai branché des écouteurs et appuyé sur lecture. La voix de ma mère est sortie tranchante et froide. J'appelle pour t'informer que toute nouvelle tentative de contacter ma fille sera considérée comme du harcèlement. La voix d'Evelyne a répondu mesurée et calme. Sarah, elle a 19 ans, c'est une adulte. J'ai un droit légal à. Tu n'as aucun droit en ce qui concerne ma fille, ma mère a interrompu. Si tu envoies une lettre de plus, passe un appel de plus, je déposerai une plainte pour harcèlement. Tu m'as comprise? Je n'essaie pas de la blesser. J'essaie de lui donner des informations qu'elle mérite d'avoir. Elle ne mérite pas d'être manipulée par toi. Reste loin d'elle, Evelyne. Je suis sérieuse. L'appel s'est terminé. Je suis restée assise là, mes mains serrées autour des écouteurs, écoutant le silence qui a suivi. La voix de ma mère avait été si certaine, si vertueuse. Elle avait sonné comme un parent protégeant son enfant d'une véritable menace, mais elle se protégeait elle-même. J'ai écouté d'autres enregistrements. Dans chacun, Evelyne restait calme, factuelle, professionnelle. Elle ne criait jamais, ne faisait jamais de menaces, ne recourait jamais au genre de comportement que mes parents avaient passé des décennies à prétendre qu'elle exhibait. Elle continuait juste d'essayer de dire la vérité. J'ai trouvé un dernier document au fond de la boîte. Une entrée de journal manuscrite datée de 3 jours avant la mort d'Evelyne. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Les médecins ont été honnêtes à ce sujet. Mais je n'ai pas peur. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai préservé les preuves. Je les ai confiées à la bonne personne. Nora a 26 ans maintenant, assez âgée pour comprendre, assez forte pour décider. Je l'ai regardée devenir quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui questionne, quelqu'un qui n'accepte pas les réponses faciles. J'espère qu'elle me pardonnera pour le fardeau que je lui laisse. Mais plus que ça, j'espère qu'elle comprendra. La vérité n'est pas une arme. C'est une responsabilité, et je lui fais confiance pour la porter avec l'intégrité que j'ai essayé de modeler, même quand personne ne regardait. J'ai fermé le journal et je me suis assise dans le calme de mon appartement, entourée de 35 ans de documentation. Evelyne avait eu raison sur tout. Les preuves étaient indéniables, complètes et dévastatrices. Mes parents n'avaient pas juste menti. Ils avaient orchestré une campagne de destruction systématique longue de plusieurs décennies contre une femme dont le seul crime était de dire la vérité, et j'en avais bénéficié. J'avais grandi dans une maison achetée avec de l'argent volé, fréquenté des écoles payées avec des fonds qui auraient dû aller aux soins de Dorothée Bertrand, vécu une vie confortable bâtie sur la souffrance de quelqu'un d'autre. Je ne l'avais pas su, mais j'en avais quand même bénéficié. Et maintenant, je devais décider quoi faire à ce sujet. Je ne me suis pas précipitée dans la confrontation. J'ai passé une semaine à préparer, organiser mes pensées, décider ce que je voulais de cette conversation. Je n'étais pas intéressée par les cris ou le mélodrame. Je voulais la vérité dite à voix haute avec leurs propres mots, sans le bouclier de la distance ou du temps. Je les ai invités à dîner à mon appartement. Ma mère était surprise. Je les recevais rarement, mais elle a accepté rapidement, probablement soulagée, que j'initie le contact après des jours d'appels ignorés. Ils sont arrivés le samedi soir. Mon père portait une bouteille de vin. Ma mère a apporté des fleurs. Ils ont souri et m'ont serré dans leurs bras comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas passé la semaine dernière à découvrir l'architecture de leurs mensonges. J'ai servi le repas que j'avais préparé. Pâtes simples, salade, pain. Nous avons fait la conversation sur le travail, la météo, les voisins à la maison. Je les ai laissés s'installer dans le confort. Laisser penser que c'était juste un dîner de famille normal. Puis, autour du café, j'ai dit « Je suis allée aux funérailles d'Evelyne Mercier ». Le changement dans la pièce a été instantané. Le sourire de ma mère s'est figé. Mon père a posé sa tasse avec une précaution délibérée. « Nous t'avions demandé de ne pas faire ça », a dit ma mère doucement. « Demander », ai-je approuvé, ça y ressemble différemment. La mâchoire de mon père s'est crispée. « Pourquoi perdrais-tu ton temps avec cette femme ?»
parce qu'elle m'a laissé quelque chose dans son testament. Silence. Le visage de ma mère est devenu pâle. Qu'est-ce qu'elle t'a laissé? La vérité. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé. Pas tout, juste assez. Copie de documents clés, la chronologie, extrait de la lettre d'Evelyn. Je les ai étalés sur la table entre nous comme des preuves dans un procès. Je sais ce que vous avez fait à Dorothée Bertrand, ai-je dit. Je suis au courant de l'exploitation financière. Je suis au courant de la plainte qu'Evelyn a déposée. Je sais comment vous l'avez détruite pour vous protéger. Mon père s'était levé brusquement. Cette femme mentait. Assieds-toi, assieds-toi, ai-je dit, ma voix plus dure que je n'avais jamais utilisée avec eux. J'ai des enregistrements, j'ai des relevés financiers, j'ai 35 ans de documentation. Ne m'insultez pas en prétendant que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il s'est assis. Ma mère fixait les papiers sur la table, ses mains tremblantes. Vous avez déposé une plainte contre Evelyn avant qu'elle ne puisse vous exposer, ai-je continué. Vous l'avez accusée d'être instable, de fabriquer des preuves, d'avoir une vendetta. Rien de tout cela n'était vrai. Elle essayait de nous ruiner, a dit ma mère, la voix se brisant. Nous avons fait ce que nous devions faire. Vous avez volé de l'argent à une femme âgée sous votre garde. C'est ce que vous avez fait. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Ai-je exigé. Explique-moi, fais-moi comprendre comment prendre des fonds destinés aux soins médicaux de quelqu'un et les utiliser pour acheter une maison est autre chose que du vol. Le visage de mon père était rouge. Nous allions rembourser. C'était temporaire. Nous étions dans une position difficile financièrement et nous avions pleinement l'intention de. Vous ne l'avez pas fait, cependant. Vous n'avez jamais remboursé. Dorothée Bertrand est morte dans des soins médiocres pendant que vous conduisiez une nouvelle voiture. Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes, épaules tremblantes, le genre de pleurs que j'avais vu d'elle peut-être 2 fois dans toute ma vie. Nous avons fait une erreur, a-t-elle dit, une terrible erreur. Mais Evelyn ne voulait pas lâcher l'affaire. Elle ne voulait pas accepter que nous essayions de réparer parce que vous n'essayez pas de réparer, vous essayez de l'enterrer. J'ai sorti l'un des enregistrements et posé mon ordinateur portable sur la table. Ceci est un appel téléphonique de 2007. Tu as menacé Evelyn d'une ordonnance de protection si elle essayait de me contacter. Elle essayait de me dire la vérité et tu l'as arrêtée. Nous te protégions, a crié ma mère. Tu étais une enfant. Tu n'avais pas besoin d'être traînée dans nos erreurs. J'avais 19 ans, j'étais une adulte. Tu étais notre fille, a dit mon père, et nous n'allions pas laisser cette femme t'empoisonner contre nous. Alors vous m'avez empoisonné contre elle à la place. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Ma mère a essuyé ses yeux. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Pour qui? Ai-je demandé. Pour moi ou pour vous-même? Pas de réponse. Je me suis adossée à ma chaise, épuisée. Avez-vous la moindre idée de ce que vous lui avez fait? Elle a passé 35 ans isolée, harcelée, drainée financièrement, tout ça parce qu'elle a essayé de faire ce qui n'était juste. Elle a perdu sa carrière. Elle a perdu sa réputation. Elle a dépensé chaque centime qu'elle avait pour se défendre contre des poursuites que vous avez intentées juste pour la détruire. Elle aurait pu partir, a dit mon père. Elle n'avait pas à rester à côté. Elle est restée parce que vous l'avez rendue légalement nécessaire. Vous avez acheté cette maison et vous la lui avez vendue spécifiquement pour pouvoir prétendre qu'elle vous traquait. Ma mère a eu l'air sincèrement choquée. Ça, nous n'avons pas fait ça. J'ai les registres d'achat, j'ai la chronologie. Vous avez acheté les 2 propriétés en même temps, emménagé dans l'une et vendu l'autre à Evelyn à un prix suspectement bas. Vous avez tendu un piège et elle a marché dedans parce que c'était le seul moyen de maintenir sa légitimité juridique. Mon père n'a rien dit. Ma mère fixait ses mains. Elle m'a protégée, ai-je dit doucement. Elle aurait pu m'approcher enfant, aurait pu tout me dire, aurait pu m'utiliser contre vous, mais elle ne l'a pas fait. Elle a attendu que je sois une adulte. Et quand vous l'avez bloquée, alors elle a attendu d'être partie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être menacée ou réduite au silence, et a laissé la vérité à quelqu'un qui pourrait enfin l'entendre. La voix de ma mère était à peine un murmure. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Je les ai regardés tous les 2, ces gens qui m'avaient élevée, qui m'aimaient à leur manière brisée, qui m'avaient aussi menti toute ma vie. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement.
mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. La relation que nous avions, elle est finie. Je ne peux pas vous regarder de la même manière. Je ne peux pas vous faire confiance de la même manière. Quoi que nous construisions à partir d'ici, si nous construisons quelque chose, ça commence par la vérité. Plus de secrets, plus de mensonges, plus de prétendre qu'Evelyn était la méchante dans cette histoire. Mon père s'est levé. Si tu vas prendre le parti de cette femme. Elle est morte, papa. Elle ne peut pas bénéficier de ma prise de parti. Il ne s'agit plus d'elle. Il s'agit de moi décidant quel genre de personne je veux être. Et je ne veux pas être quelqu'un qui reste silencieux sur la vérité juste parce que c'est inconfortable. Ma mère s'était levée aussi, rassemblant son sac à main. Nous devrions y aller. Je ne les ai pas arrêtés. À la porte, ma mère s'est retournée. Nous t'aimons, Nora. Je sais, ai-je dit, mais l'amour sans honnêteté ne suffit pas. Ils sont partis. J'ai fermé la porte et je suis restée dans le calme de mon appartement, sentant le poids de tout ce qui venait de se briser et de tout ce qui pourrait ne jamais être réparé. Mais sous le chagrin, j'ai senti autre chose, du soulagement. 3 semaines ont passé sans contact de mes parents. Pas d'appel, pas de SMS, pas de tentative pour se défendre ou réparer ce qui s'était fracturé. Je n'ai pas tendu la main non plus. J'avais besoin d'espace pour penser, pour traiter, pour décider de la suite. J'ai rencontré David Bertrand à nouveau. Il m'a exposé les options juridiques. Les preuves étaient assez solides pour rouvrir des enquêtes sur l'exploitation financière originale. Il y avait des délais de prescription à considérer, mais le modèle documenté de harcèlement et d'abus de procédure pourrait potentiellement mener à des conséquences même maintenant. Qu'est-ce qu'il sait ce qui se passerait si je déposais plainte, ai-je demandé. David a été honnête. Ce serait public, désagréable. Vos parents feraient mettre face à des conséquences professionnelles et sociales, peut-être légales selon ce que les procureurs décident de poursuivre. Cela consommerait aussi des années de votre vie. Et si je ne le fais pas? Alors la vérité reste dans ce bureau et avec vous. Vos parents ne font face à aucune conséquence, mais vous gardez votre paix. Je suis restée avec ce choix pendant des jours. J'ai pensé à Evelyn, qui avait passé 35 ans à se battre, qui avait tout sacrifié pour une vérité qui pourrait ne jamais voir le jour. J'ai pensé à Dorothée Bertrand, qui est morte dans la négligence pendant que les gens censés la protéger la volaient. J'ai pensé à moi-même, la personne que je voulais être, les valeurs avec lesquelles je voulais vivre. À la fin, j'ai pris une décision qui semblait fidèle à tout cela. Je ne suis pas allée voir le public. Je n'ai pas cherché l'attention des médias ni posté l'histoire en ligne, mais j'ai déposé les documents auprès des autorités appropriées, le conseil départemental, le comité d'éthique, la brigade financière. J'ai tout soumis calmement, professionnellement, avec une lettre de motivation expliquant les preuves et demandant un examen. Ce qu'ils choisiraient d'en faire était hors de mes mains. J'avais fait ma part. J'avais honoré la confiance d'Evelyn en m'assurant que la vérité existe quelque part d'officiel, quelque part où elle ne pourrait pas être effacée ou rejetée comme les divagations d'une voisine amère. J'ai aussi contacté David au sujet de la famille de Dorothée Bertrand. Il m'a mise en contact avec un cousin qui avait été trop jeune pour comprendre ce qui s'était passé à l'époque, mais qui se souvenait de Dorothée avec amour. J'ai utilisé une partie du petit legs financier qu'Evelyn m'avait laissé, environ 8 000 € soigneusement économisés, malgré tous les frais juridiques, pour établir un fonds au nom de Dorothée. Ce n'était pas grand-chose, mais cela fournirait de petites subventions à des personnes âgées sous tutelle de l'État qui avaient besoin d'aide pour naviguer dans les systèmes financiers. Ça semblait juste. Prendre de l'argent qui venait du sacrifice d'Evelyn et l'utiliser pour aider des gens comme celles que mes parents avaient lésées. Un samedi matin, j'ai conduit jusqu'à mon quartier d'enfance. Je me suis garée dans la rue et j'ai marché jusqu'à la maison où j'avais grandi. La clôture était toujours là, maintenant usée par le temps. Certaines des planches gondolées par des années d'exposition. Elles semblaient plus petites que dans mes souvenirs, moins imposantes, presque tristes. J'ai marché le long lentement, passant ma main sur le bois rugueux. De l'autre côté se trouvait la maison d'Evelyn, vide maintenant, un panneau « À vendre », planté dans le jardin de devant. J'avais envisagé de l'acheter. J'avais les moyens, à peine, et cela semblait symboliquement important, mais David m'en avait dissuadé. « Ne vous piégez pas comme elle a été piégée », avait-il dit doucement. Honorez-la en vivant librement, pas en répétant son sacrifice. Il avait raison.
Alors, je suis juste restée là à regarder la maison où une femme avait vécu en exil pendant 35 ans, attendant que quelqu'un l'entende enfin. Je t'ai entendu, ai-je chuchoté. J'écoute. Plus tard cette semaine-là, j'ai lu les journaux d'Evelyn une dernière fois. Je les avais évités. Ils semblaient trop intimes, trop douloureux, mais j'avais besoin de la comprendre pleinement avant de pouvoir lâcher prise. La dernière entrée était datée de 3 jours avant sa mort. J'ai fait la paix avec la façon dont cela se termine. Je ne vivrai pas pour voir la justice, et j'ai accepté cela. Mais je mourrai en sachant que je préserve la vérité pour quelqu'un qui la mérite. Nora est devenue exactement la personne que j'espérais qu'elle serait. Réfléchie, qui questionne, peu disposée à accepter des réponses faciles. Je le vois dans la façon dont elle se tient, la façon dont elle se déplace dans le monde. Elle ne sait pas que je regarde, mais je le fais, et je suis fière d'elle. Elle portera cela plus loin, pas par obligation, mais parce que c'est juste, et c'est l'héritage que j'ai toujours voulu lui donner. Pas de l'argent ou une propriété, mais la connaissance que la vérité compte. Même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. J'ai fermé le journal et j'ai pleuré. Pas de chagrin, exactement, mais de quelque chose de plus proche de la gratitude. Evelyn avait eu raison. La vérité était lourde, c'était compliqué. Elle avait endommagé ma relation avec mes parents de façon qui pourrait ne jamais guérir complètement. Mais c'était aussi un cadeau. Comprendre ce qui s'était réellement passé signifiait que je pouvais faire des choix éclairés sur qui être, comment vivre, quoi valoriser. Je n'opérais plus sur des informations triées. Je ne vivais pas dans une histoire que quelqu'un d'autre avait écrite pour moi. J'étais libre. Mes parents ont fini par tendre la main. Ma mère a envoyé un bref email demandant si nous pouvions parler. J'ai accepté, mais j'ai fixé des limites claires. Nous pourrions reconstruire une relation, mais seulement si elle commençait par l'honnêteté. Plus de défense de l'indéfendable. Plus de demande d'oublier ce que je savais. Ils ont accepté. S'ils comprenaient vraiment, ou s'ils essayaient juste de me garder dans leur vie, je n'étais pas sûre. Mais c'était un début. J'ai aussi commencé à parler de ce que j'avais appris. Pas publiquement, mais en thérapie avec des amis proches, dans des espaces où je pouvais traiter le deuil compliqué de perdre la version de mes parents que je pensais connaître. J'ai appris que l'on peut aimer les gens et quand même les tenir responsables. Que le pardon ne nécessite pas l'oubli. Que se protéger des vérités douloureuses ne vous rend pas en sécurité. Cela vous rend juste ignorant. Evelyn avait su tout cela. Elle l'avait vécu pendant 35 ans. Et maintenant, je le savais aussi. Des mois plus tard, j'ai reçu un appel de la commission administrative. Ils avaient terminé leur examen des documents que j'avais soumis. Bien que le délai de prescription empêchât des poursuites pénales, ils poursuivaient une action administrative contre mes parents pour violation éthique. Mon père était déjà à la retraite, donc l'impact était minime, mais la licence professionnelle de ma mère a été suspendue en attendant une enquête plus approfondie. Je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune satisfaction, juste un sentiment tranquille que quelque chose avait enfin basculé vers l'équilibre. La maison d'à côté a été vendue à une jeune famille avec 2 enfants. Je les ai rencontrés une fois quand j'ai rendu visite à mes parents pour un dîner tendu et prudent. La mère a mentionné qu'ils avaient entendu des rumeurs sur le fait que la précédente propriétaire était difficile, mais elle semblait sceptique. « Les voisins ont tous ces histoires », a-t-elle dit. Mais honnêtement, la maison est charmante, bien entretenue, tout est documenté et organisé. Quiconque a vécu ici avant tenait clairement à l'endroit. J'ai souri. Elle y tenait. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai sorti le dernier objet de la boîte d'Evelyn. Une petite photo encadrée que j'avais trouvée enfouie au fond. Elle montrait une Evelyn plus jeune, peut-être dans la quarantaine, debout avec une femme âgée dans un jardin. Toutes les deux souriaient. J'ai reconnu la femme des documents, Dorothée Bertrand. Au dos de l'écriture d'Evelyn. Faite au jardin, juin 1992, avant que tout ne change. J'ai posé la photo sur mon étagère à côté des photos de mes propres amis et de ma famille choisie. Evelyn Mercier avait passé 35 ans à être traitée de dangereuse. Et mes parents avaient eu raison sur une chose, elle était dangereuse. Pas pour les gens, pas pour les familles, pas pour les enfants, mais pour les mensonges. Absolument. Elle était dangereuse pour les récits confortables et les silences commodes.
Elle était dangereuse pour les gens qui voulaient enterrer la vérité et avancer sans conséquence. Elle était dangereuse pour l'injustice. Et en m'enseignant cela, en me confiant son histoire, elle m'avait donné l'héritage le plus précieux que j'aurais pu recevoir. La compréhension que certaines choses valent la peine de se battre, même quand on se bat seul, surtout quand on se bat seul. Je suis retournée à mon appartement ce soir-là et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à écrire, pas pour la publication, mais pour moi-même, un registre de ce que j'avais appris, de ce que j'avais choisi, ce que j'avais décidé de porter plus loin. J'ai écrit sur Evelyne, sur Dorothée, sur le chagrin compliqué d'aimer des parents qui avaient fait des choses qui sont terribles, sur le poids de la vérité et le coût du silence. Et j'ai écrit sur le choix qu'elle m'avait donné, non pas de détruire, mais de comprendre, non pas de chercher la vengeance, mais d'honorer l'intégrité. J'ai écrit jusqu'à ce que mes mains me fassent mal, jusqu'à ce que la lumière du petit matin commence à filtrer à travers mes fenêtres. Et quand je me suis finalement arrêtée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Pas parce que tout était résolu. Pas parce que mes parents avaient pleinement reconnu ce qu'ils avaient fait. Pas parce que la justice avait été rendue de manière complète ou satisfaisante, mais parce que j'avais tenu ma promesse envers une femme que je n'avais jamais vraiment connue, mais qui m'avait connue mieux que je ne l'avais réalisée. Je l'avais crue. J'avais honoré la vérité qu'elle avait protégée pendant 35 ans, et en faisant cela, j'étais devenue exactement la personne qu'elle avait espéré que je sois. La femme contre laquelle mes parents m'avaient mise en garde avait été dangereuse après tout, juste pas de la manière dont ils l'entendaient. Si quelqu'un en qui vous avez eu confiance toute votre vie s'avérait se protéger lui-même au lieu de vous, choisiriez-vous la vérité plutôt que le confort? Laissez vos pensées ci-dessous.